Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45 pour évoquer les recommandations scientifiques internationales 2015. Comme vous le savez, tous les 5 ans, de nouvelles recommandations scientifiques sont émises par l'ILCOR, l'International Liaison Committee on Resuscitation, et sa branche européenne, l'ERC, l'European Resuscitation Council. Et ça tombe très bien puisque les dernières recommandations scientifiques internationales ont été rendues publiques en octobre 2015. Et si globalement il n'y a pas de grands bouleversements à prévoir, ce qui est somme toute assez normal et plutôt rassurant, ce point de situation va nous permettre de voir quelles sont les évolutions et les avancées qui sont préconisées au niveau des techniques de premier secours. Pour cela, nous avons le plaisir de compter parmi nous aujourd'hui le docteur Daniel Méran, qui est directeur du SMUR du bataillon de marins-pompiers de Marseille et également médecin conseiller national à la Croix-Rouge française, tout comme le docteur Pascal Cassan, qui est par ailleurs directeur du Centre mondial de référence des premiers secours de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et également membre du Conseil européen de réanimation. Donc tous deux vont nous présenter ces recommandations scientifiques internationales 2015. J'ai fini, messieurs, c'est à vous. Et simplement, à 10-15 minutes de la fin de votre intervention, on donnera la parole au public pour d'éventuelles questions. Vous avez comment on passe les... On fait sauter votre économiseur d'écran. Escape. Et on revient. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est là. On peut peut-être faire ça. Il faut cliquer là-dessus. Celui-là, volontiers. Il faut cliquer sur celui-là. Voilà. Et là, maintenant, on devrait vous double-cliquez. ça doit être bon. Ouais. Ça s'ouvre. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Peut-être. Oui. Super. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'abord de présenter devant une salle qui représente grosso modo la force de frappe de la France par rapport à la formation du grand public, mais à la formation également de tous les volontaires et voire des professionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Daniel Méran, nous allons vous présenter la deuxième partie de ces recommandations. Hier, Patrick Plaisance vous a présenté les recommandations en matière d'arrêt cardiaque, s'intéressant particulièrement au massage cardiaque. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, simplement un message de la part de Patrick Plaisance et de ceux qui ont travaillé dans ce domaine, c'est qu'aujourd'hui, si on s'intéresse au massage cardiaque sur le plan des appuis thoraciques, eh bien, le message, c'est appui thoracique de qualité. Donc c'est vrai que c'est sur cela que le professeur Plaisance a insisté hier, et que nous, dans notre partie, ce qui va s'intéresser également à la réanimation cardio-pulmonaire, eh bien, nous nous intéresserons à la défibrillation aujourd'hui et demain à la place de la ventilation dans la réanimation cardio-pulmonaire. Donc vous voyez, on a divisé en 3 parties pour que ce soit un peu plus digeste ces recommandations internationales. Et aujourd'hui, pour ma part, je vais vous présenter d'abord comment nous y travaillons. Demain, Daniel refera exactement la même présentation, mais en langue marseillaise. Et ensuite, le milieu de la présentation s'effectuera par Daniel avec une partie des sujets sur les premiers secours. Je terminerai aujourd'hui sur la défibrillation. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt vis-à-vis de ces présentations. Et en la matière, donc, nous allons tout d'abord commencer à comment fabrique-t-on ces recommandations. Si vous étiez là l'année dernière, je l'ai déjà présenté, mais je pense que d'abord, il est toujours intéressant de le réentendre, et surtout pour vous montrer que ce n'est pas une idée derrière la tête d'un expert ou de 2 experts, mais que c'est réellement un process qui dure longtemps et qui permet aujourd'hui, contrairement à ce que l'on faisait avant 2000, parce que l'ILCOR existe seulement depuis 15 ans,
eh bien, avant 2000, y compris au niveau international, mais peut-être encore plus en France, eh bien, cela se faisait autour d'une tasse de café et avec un avis, grosso modo, d'un médecin, voire de deux, ce qui voulait dire 3 avis, parce que vous savez que 2 médecins, déjà, c'est difficile à se mettre d'accord. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on a réellement un travail de consensus, de façon à arriver à quelque chose qui vous permet, vous, volontaires, vous, professionnels, eh bien, d'enseigner les premiers secours. Alors d'abord, par qui ? Qui sont ces étranges gens qui sont autour de la table? Ils sont essentiellement anglo-saxons. C'est vrai que le comité international en réanimation, eh bien, l'International Liaison Committee on Resuscitation, il est une structure essentiellement anglo-saxonne, mais il est vrai qu'aujourd'hui, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que je représente est maintenant effectivement observateur au sein de ce groupe. Mais nous ne sommes pas des Latins, nous ne sommes pas des Français, et c'est vrai que de ce fait, il faut immanquablement, et vous allez le voir dans la suite de mon propos, essayer d'adapter ce monde anglo-saxon à notre réalité. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, eh bien, en tout cas, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui essaye autour de la table de mettre les preuves. Quelles sont les missions de ce comité international en réanimation? Tout d'abord, c'est de réviser la science de manière régulière. Jusqu'à maintenant, c'est tous les 5 ans. Peut-être qu'en 2020, à la 7e édition du congrès Secours Expo, eh bien, peut-être qu'on vous présentera de manière un peu différente. Car très probablement, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'évoluer vers une révision de la science pratiquement annuelle. Mais se pose le problème de la mise en place, c'est-à-dire que vous, moniteurs, vous, instructeurs, vous, initiateurs, si vous l'enseignez à vos équipiers ou au grand public, si on vous dit que tous les ans ça change, ça va vous agacer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de comment faire une revue de la science en fait quasiment en live, c'est-à-dire tout le temps, et amener peut-être des recommandations aussi vite que possible, c'est-à-dire ne pas attendre 3 ou 4 années qu'un ministère valide un contenu de formation, mais qu'effectivement, eh bien, on enseigne très vite les bonnes techniques à ceux à qui on veut l'enseigner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une publication des recommandations. Ces recommandations sont basées sur le consensus de la science, et ensuite, eh bien, il y a effectivement une adaptation française. Donc voilà comment ça se passe. C'est-à-dire qu'au départ, ici, vous avez l'ILCOR qui travaille, puis au niveau régional, région monde, eh bien, il y a une recommandation américaine, une recommandation européenne, et nous, en France, eh bien, et dans le monde, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire, nous émettons des recommandations en la matière plus adaptées à notre environnement français. Pourquoi, par exemple? Eh bien, parce que notre système est médicalisé et que, évidemment, vous vous intéressez essentiellement à ce que l'on appelle le basic life support, c'est-à-dire l'enseignement du grand public ou de volontaires du secourisme, mais bien sûr, il y a aussi la réanimation médicale, mais bien sûr, il y a aussi d'autres sujets comme les syndromes coronariens qui intéressent les médecins. Et il est évident qu'en fonction des systèmes, qu'ils soient paramédicalisés comme aux États-Unis ou médicalisés comme en France, eh bien, l'application n'est pas identique. Comment travaille-t-on? Eh bien, en fait, c'est assez simple, mais c'est tout à fait complexe. En fait, tout d'abord, on se pose les bonnes questions. Et ça, ce n'est pas le plus simple. Je puis vous dire que déjà, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est en train de réviser, qu'est-ce que l'on va essayer de faire avancer, il faut trouver la bonne question. Cette bonne question, il faut la rédiger de manière correcte. Et ensuite, eh bien, on va sélectionner des experts, toujours en binôme, parce qu'il ne faut pas qu'un expert fasse évoluer la science dans un sens qui serait le sien. Et donc, on essaye de mettre en commun des choses. Et ensuite, eh bien, des groupes d'experts eh bien, confrontent leurs avis. Ensuite, eh bien, il y a des groupes qui se forment. Des groupes qui se forment de façon à travailler sur la rédaction des propositions. Ensuite, un comité international va regarder et va harmoniser le résultat de tous ces experts. Et enfin, eh bien, à ce moment-là, on demande l'avis à des pairs. C'est qui les pairs? Les pairs, ce sont ceux qui vont utiliser ce sujet. Hélas, vous n'avez pas probablement été, pendant la période de revue par le grand public sur le site de l'ILCOR, revoir ces contenus.
Parce que d'abord, ils sont en anglais, et sans doute certains d'entre vous sont tout à fait en harmonie avec la langue de Shakespeare, d'autres peut-être un peu moins, et évidemment, quand c'est écrit en anglais, des fois, on a un peu peur. Donc, du coup, vous ne pouvez pas donner votre avis. Et pourtant, ça nous intéresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette partie-là, avant la rédaction finale, avec donc cette discussion avec des gens de terrain, elle manque un peu à l'ILCOR. Au niveau de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, nous avons fait venir des directeurs du secourisme, des responsables de la formation, et nous leur avons en live demandé ce qu'ils pensaient des recommandations, ce qui nous a permis d'avoir un retour direct. Donc c'est vrai qu'un jour, si on était dans un monde parfait, ce serait intéressant que l'on arrive ici à ce congrès avec des propositions juste avant la parution et qu'on fasse des groupes de travail sur, tiens, est-ce que ce que les experts ont écrit, est-ce que ça correspond à votre réalité, ou alors ils sont bien gentils, mais ils nous sortent des trucs qui sont inapplicables. Ça serait intéressant, ce sera peut-être le futur, on l'espère, car à ce moment-là, le consensus est publié et les guidelines paraissent dans chaque partie du monde. Alors ces guidelines, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles doivent prendre en compte les réalités locales, je vous disais, les différences de système, et puis également, tout simplement, la législation. Oui, en France, Daniel va en parler tout à l'heure, on a du mal avec les médicaments et l'usage des médicaments par soit des secouristes, soit, pourquoi pas, des paramédicaux. La législation qui, donc, effectivement, est à prendre en compte. Et puis également, bien sûr, l'argent, les ressources, soit humaines, soit financières. L'aspect de comment on éduque. Est-ce que l'on éduque uniquement en face à face, ce qu'aujourd'hui on essaye de faire évoluer en France, c'est-à-dire de prendre en compte de l'enseignement à distance, et puis également, bien sûr, les coûts. Ce process, il est, vous le voyez, très long. Il a commencé grosso modo en 2012-2013, parce que, il faut à peu près 2 à 3 années pour revoir l'ensemble de la science. Et pendant 3 ans, il y a régulièrement, une fois par mois, ce qu'on appelle des webinars, c'est-à-dire des travaux à distance par le web, qui nous permet, comme je le fais aujourd'hui, une projection de diapositives et une discussion d'experts sur un sujet particulier, et ceci pendant 2 ou 3 années, de façon à arriver à une conférence de consensus qui a lieu tous les 5 ans. C'était en février 2015 à Dallas. Et ensuite, une publication, effectivement, des recommandations qui ont eu lieu, comme vous le disait notre animateur, au mois d'octobre 2015. Comment s'effectue la revue de la littérature? Tout simplement, d'abord, une question. On se pose une question que l'on dit en pico-format. Alors, ça veut dire quoi, pico? En fait, ça veut dire, d'abord, on s'adresse à une population. Ensuite, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec cette population, c'est l'intervention. Ensuite, on compare, parce que si on veut faire évoluer les choses, il faut comparer avec ce que l'on faisait par le passé. Et puis ensuite, on essaye d'avoir des critères de jugement qui nous permettent de dire, effectivement, c'est vrai, c'est mieux, ou non, c'est pas mieux, on ne change pas. Un exemple, par exemple, ce serait, devant un arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital, est-ce que la réanimation cardio-thoracique par compression thoracique seule est comparée à la réanimation standard, permet un meilleur retour à la circulation spontanée, une meilleure survie et un meilleur état neurologique des survivants. Ce qui veut dire que par cette question, on revoit et on remet en cause la présence ou non du bouche à bouche au sein de la réanimation cardio-pulmonaire. Chaque question est construite de cette manière, de façon à être très précis dans la réponse et de ne pas avoir une réponse imprécise. Et de ce fait, vous voyez que c'est compliqué parce que chaque chose, la survie par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, l'état neurologique, chaque article doit être analysé dans le résultat de ce qui nous intéresse. Et évidemment, ça demande du temps. Ça demande du temps avec un système qui a été créé par les anglo-saxons, qui a été reconnu, comme vous le voyez, c'est écrit en petit, mais par un très grand nombre d'organisations scientifiques et qui permet, grâce à ce système, le GRADE, d'avoir des conclusions qui nous permettent de vous dire, aujourd'hui, ce que l'on vous présente, c'est totalement en accord avec la science. C'est donc assez compliqué. On essaye effectivement que ce soit simple au final, et pour que cela soit simple, on définit des qualités de preuve. Pour que vous, vous sachiez ce que vous allez passer comme message. Est-ce que c'est vraiment la vraie vérité ou est-ce que c'est simplement peut-être une bonne pratique, mais en tout cas pas assez de science? Et donc on divise en des hauts niveaux de preuves, des preuves modérées,
après des preuves basses et des preuves très basses. Et c'est vrai que là, dans ce domaine, ça vous permet effectivement de vous appuyer sur le fait que parce que vous avez votre expérience, et que lorsque l'on vous dit « Ah, tiens, il faut peut-être réutiliser le garrot alors qu'on ne l'utilisait pas par le passé », ou que peut-être en 2015, on vous dira « Peut-être qu'il ne faut plus mettre les blessés inconscients sur le côté ». Ça doit vous remuer un peu, et ça remue les formateurs, c'est normal. Et donc pour cela, il est important pour nous de vous apporter suffisamment de preuves pour que vous ne vous disiez pas « ils disent des conneries, je continue comme j'enseignais avant ». Ça, c'est fait. Alors, la stratégie de recherche, eh bien la stratégie de recherche, elle prend en compte des grandes bases de données. Le grand défaut de ces bases de données, c'est qu'elles sont en langue anglaise. Donc même les Marseillais ont besoin de se mettre à l'anglais, et c'est pas simple. Et pourtant, eh bien, ça permet effectivement d'avoir grosso modo la majorité des publications. Cela dit, on essaye de prendre en compte, si les experts qui revoient le sujet savent parler une autre langue, eh bien, ils peuvent prendre éventuellement 1 ou 2 articles en amenant bien sûr une traduction pour dire, eh bien, tiens, j'ai des preuves qui viennent en langue espagnole, en langue chinoise ou en langue russe, mais à ce moment-là, il faut qu'ils amènent effectivement le contenu en anglais. Et puis, pour certains sujets, on exclut effectivement ou on inclut les études animales, les modèles mathématiques, parce qu'on a des modèles mathématiques en matière de réanimation cardio-pulmonaire. On peut très bien faire, même ceux qui n'aiment pas les maths, eh bien, d'excellentes publications en la matière pour faire avancer la technique du massage cardiaque externe, par exemple. Et vous donnez un résultat, eh bien voilà, par exemple, on part lorsque l'on travaille sur un sujet, on a 800 articles. Vous mettez vos mots-clés et vous arrivez, vous avez 800 articles. Vous dites, je ne suis pas arrivé, hein, parce que si j'ai 800 articles à lire, ça va être très très dur. Sauf que quand vous vous apercevez déjà qu'il y en a qui, pour des raisons, ils aiment bien se faire connaître, ils font 2 fois le même article, mais dans 2 canards différents. Ça, déjà, ceux-là, vous pouvez les enlever. Alors, quand vous voyez les duplications, vous arrivez à 300 articles. Alors, vous dites, c'est déjà mieux, mais c'est quand même long. Alors là, après, vous vous dites, je vais lire les résumés. Coup de bol, ils ont tous des résumés. Et ces résumés vont nous permettre eh bien, d'en nettoyer. Et là, on arrive à 50 articles. Et puis, au final, lorsqu'on lit eh bien, ces articles, on s'aperçoit que 20 seulement sont relevants, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en accord avec ce que vous recherchez et en accord avec les résultats que vous espérez. Donc voilà où on en arrive. Et du coup, eh bien, on en arrive à des recommandations. Et Daniel va vous parler de la première partie de recommandations sur les premiers secours. Comment ça, je te réveille? Non, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais parler plus lentement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler en anglais, mais même en anglais, on me comprend. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre le stand C5-D6 de Secourisme Magazine pour la dédicace du livre « Je suis victime ». Merci. Voilà. On ira. S'il y en a qui veulent s'asseoir devant, c'est écrit réservé, mais c'était réservé pour vous, donc vous attendez. Vous pouvez vous asseoir. Allez-y. Donc, on va vous présenter une partie des questions qui concernent le premier secours. Et comme vous l'a dit Pascal, après la défibrillation, et demain vous aurez une autre partie, parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées, et notamment le problème de quid de la ventilation artificielle dans la prise en charge de la réanimation cardio-pulmonaire et donc la prise en charge de l'arrêt cardiaque. L'avantage, comme vous l'a dit Pascal, c'est que si au départ l'ILCOR traitait tout ce qui était réanimation cardio-pulmonaire, déjà en 2010, il y a pas mal de questions qui ne portaient pas sur la réanimation cardio-pulmonaire, mais qui portaient sur le premier secours en général. Et donc, on sortait du domaine de la réanimation cardio-pulmonaire. Et ça n'a pas été, en 2010, ça n'a pas été relayé par le European Resuscitation Council, donc l'ERC, alors que cette année, ça l'est. Mais par contre, c'est relié, si vous voulez, tous les 5 ans par la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui édite un document qui sont les guidelines, donc 2011, puis ça sera 2016 pour cette fois-ci, qui reprend tous les sujets qui portent sur le premier secours. Que ce soit le RC ou la Fédération internationale de la Croix-Rouge, l'ILCOR pose des questions sur le premier secours. Donc n'envisage pas la totalité des thèmes. Et dans le thème, on envisage 1 ou 2 questions éventuellement, mais donc on ne revoit pas chaque fois la totalité du thème.
Ça veut dire que les recommandations de 2015 n'effacent pas les recommandations de 2010. Elles sont toujours vraies parce que certains thèmes n'ont pas été retraités. Il y a beaucoup de thèmes qui n'ont pas été retraités, donc on garde les recommandations de 2010. Et d'autres thèmes vont plus loin dans les questions qui ont été posées. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsque un groupe de travail, comme vous l'a dit Pascal, a travaillé sur un thème, quand il finit son travail, il doit déjà poser les questions pour les 5 années futures. Donc, en ce qui concerne le premier secours, déjà, le groupe de travail premier secours a essayé de définir au plan international ce qu'ils appellent le premier secours. Et ils considèrent que c'est l'ensemble des comportements dont l'objectif est de porter assistance ou délivrer des gestes de premier secours à une victime, soit en cas de maladie, soit en cas de traumatisme. Et c'est l'une des priorités, effectivement, que demande ce groupe de travail, particulièrement dans la formation des personnes, que ce soit une formation de base au grand public ou des sauveteurs, c'est bien de définir si l'on est effectivement dans le cadre d'une maladie ou si l'on est dans le cadre d'un traumatisme. S'ils ont défini les premiers secours, ils ont aussi défini le sauveteur. Alors, c'est vrai que l'on a, d'un point de vue traduction ou d'un point de vue local, des définitions qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Et ça pose des soucis puisque le sauveteur, pour les anglo-saxons, c'est souvent la première personne, en fait, qui va réaliser les gestes de premier secours. Mais dans les anglo-saxons, comme ils ont une formation qui existe déjà à l'école, ils ont tous déjà une formation au premier secours. Mais le sauveteur, donc, c'est la personne qui est formée au premier secours, même si c'est une initiation simple et de base, c'est celle qui va réaliser effectivement les gestes de premier secours. Pour cela, il faut qu'elle soit capable de reconnaître la situation devant laquelle elle se trouve, donc de reconnaître et d'évaluer, éventuellement prioriser les besoins en matière de premier secours, c'est-à-dire qu'on rentre déjà, vous voyez, même dans une éventualité d'avoir plusieurs blessés éventuellement et savoir quel est le premier dont je vais m'occuper. Deuxièmement, de délivrer ces gestes de premier secours en utilisant les compétences qu'il a acquis et les compétences finalement qui relèvent des conduites à tenir qui sont adaptées à la situation qui est présente. Il doit être capable d'identifier ses propres limites, c'est-à-dire savoir jusqu'à quel moment il peut réaliser les gestes et jusqu'où il peut aller. Et naturellement, si ce n'est pas suffisant et si ça ne peut pas régler la situation, eh bien, avoir recours à ou plusieurs personnes ou à des organismes qui permettent d'amener une compétence supplémentaire pour continuer la prise en charge de ce malade ou de se traumatiser et donc d'alerter par exemple les secours publics ou de demander à la victime de recourir à un avis médical. La troisième définition qui est précisée dans le premier secours, ce sont les objectifs. L'objectif des premiers secours, dans un premier temps, c'est de préserver la vie, d'alléger les souffrances, de prévenir l'aggravation des maladies et des traumatismes. Et là, on retrouve pratiquement la définition d'état que l'on a dans les textes d'État français. On est bien dans le cadre donc de ce premier secours, mais aussi de renforcer ce qu'on appelle les capacités de résilience après une catastrophe, c'est-à-dire essayer de retrouver et de participer à la récupération d'une situation qui est quasi normale avec la vie après un sinistre grave. Et là, on voit qu'effectivement, et on le sait, certaines associations, pour ne pas citer donc la Croix-Rouge, on a inclus notamment dans les formations de premier secours civique une heure de ce qu'on appelle d'initiation à la réduction des risques qui porte sur, si je me trouve dans une situation catastrophique, comment je m'y prépare pour effectivement continuer à vivre éventuellement, à prendre en charge des victimes et ensuite à revenir et à récupérer une situation normale. Et c'est donc bien effectivement un des objectifs de ces premiers secours. Et donc il faut aussi bien sûr envisager dans les premiers secours, chose qu'on n'a pas envisagée, nous, dans le texte d'État français, des situations où l'on a de multiples victimes et des situations de sinistres graves. Alors, maintenant, plusieurs thèmes, vous le voyez, ont été abordés dans ces différentes conférences. Le premier thème, on a essayé de vous les classer à peu près comme on les traite en premier secours civique ou en premier secours en équipe.
D'abord, vous avez ce qu'on appelle le premier secours et les affections médicales. Donc, on va voir successivement les différentes positions d'attente. La première, c'est la position d'attente de la victime qui est respire et qui ne répond pas, donc c'est la victime inconsciente et qui respire. La deuxième, c'est la position d'attente d'une victime, comme me disent les anglo-saxons, qui est en état de choc, qui pour nous, c'est une victime qui est en détresse circulatoire. Le troisième sujet porte sur la reconnaissance de l'accident vasculaire cérébral, puisque ça a été une question importante. Et la troisième sur l'hypoglycémie, cela correspond dans notre formation au malaise chez le diabétique. Première situation, c'est la position d'attente en ce qui concerne la victime qui respire et qui ne répond pas. C'est vrai que là, le groupe de travail a essayé de voir quelle était la meilleure position pour une victime qui était inconsciente et qui respirait. Déjà, elle a insisté, et on insiste sur plusieurs éléments. D'abord, c'est le terme donc, français souvent utilisé, qui est aussi utilisé en anglo-saxon, c'est le terme d'inconscient. Déjà, il souhaite que ce terme ne soit plus du tout utilisé, car le terme inconscient a une interprétation qui est très diverse d'une personne à une autre ou d'une population à l'autre, et plutôt d'utiliser le terme de « la victime ne répond pas », c'est « unresponsive » en anglais, et donc elle présente une respiration qui est normale, car on rappelle que lorsqu'on se trouve en présence d'une victime qui ne répond pas et qui a une situation et une respiration qui est anormale, on doit considérer que cette victime est en arrêt cardiaque et donc débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Et pour là, bien sûr, la position, c'est allongée sur le dos. Les différentes études qui ont été réalisées, enfin les différentes études cliniques qui ont été analysées par ce groupe de travail, finalement, ont donné très peu de résultats. En effet, vous savez, on a traditionnellement l'habitude, depuis des années et des années, de placer en fait les victimes qui sont inconscientes, c'est-à-dire qui ne répondent pas et qui respirent, en position latérale de sécurité. C'est notre sacro-sainte technique de position latérale de sécurité. Eh bien, en fait, la recommandation dit « nous proposons ». Déjà, Pascal vous en a parlé, quand on dit « nous proposons », on ne dit pas « nous recommandons ». Il y a une différence entre ces deux termes qui sont utilisés. C'est-à-dire que quand nous recommandons, c'est que la recommandation est forte. Lorsque nous proposons, c'est que la recommandation est faible. Donc on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques déjà pour recommander. Là, donc on suggère, on propose. Nous suggérons, donc nous proposons que les sauveteurs installent les victimes qui ne répondent pas mais qui respirent normalement en position allongée, sur le côté plutôt que de le laisser sur le dos. Eh bien, en effet, les seules études scientifiques que l'on a trouvées sur ce sujet-là mettaient en évidence que lorsque l'on comparait les victimes qui étaient en position sur le côté des victimes qui étaient inconscientes et qui restaient allongées sur le dos, on notait notamment une augmentation du volume des voies aériennes, notamment de la partie du pharynx, de la partie postérieure de la langue. Par contre, aucune étude nous a permis de déterminer que lorsqu'une victime était inconsciente ou qui respirait, donc toujours on reste dans ce cadre-là, lorsque la victime restait allongée sur le dos comparée à la victime qui était mise sur le côté, nous n'avions pas de différence ou pas suffisamment d'études pour dire que la victime sur le dos avait plus de chances d'inhaler qu'une victime qui était sur le côté. C'est pour cela qu'on n'a pas suffisamment de preuves dans ce domaine-là. Et l'ERC, qui a été au-delà de la recommandation qui a été émise par l'ILCOR, recommande à ce que, dans le cas de traumatisme, ou de respiration agonique, mais je vous l'ai dit, eh bien, il n'est pas forcément indiqué de déplacer la personne pour la mettre sur le côté, mais il vaut mieux peut-être la laisser sur le dos. Ce qui voudrait dire, si vous voulez, si on le transcrit en PSC, c'est ça, Pascal, c'est que vraisemblablement, et je vous ai bien dit qu'il y avait une différence à faire entre le malade et le traumatisé, c'est une victime inconsciente qui respire malade, on la mettra en position latérale de sécurité, mais que pour le grand public, une victime qui a été traumatisée, qui est inconsciente et qui respire, ce n'est pas sûr qu'on recommande de la mettre en position latérale de sécurité et peut-être qu'on va demander de la laisser sur le dos, en tout cas, tant qu'on n'a pas un avis médical ou un avis du service de secours pour nous dire de la mettre sur le côté.
Le travail qui est à réaliser, puisqu'il y a naturellement une implantation locale maintenant à faire, c'est que ces recommandations, donc j'allais dire régionales, qui sont celles de l'ERC ou du CFRC, eh bien, il va falloir les appliquer maintenant en pratique sur le terrain et notamment dans nos formations. Donc il se peut qu'il y ait des différences en fait de recommandations en fonction des différents types de formations, que ce soit des initiations, la prévention secours civique de base ou la formation en équipe. Le deuxième sujet, c'est de la position d'attente des victimes qui présentent des détresses circulatoires. Là aussi, de nombreuses études ont été recueillies. La question était bien sûr de savoir quelle était la meilleure position pour une victime qui présentait une détresse circulatoire, étant entendu que si la cause de la détresse circulatoire était supprimable, il fallait qu'elle le soit. Par exemple, s'il y avait une hémorragie, bien sûr, on arrête l'hémorragie d'abord, mais la question n'était pas là. C'est de savoir, une personne qui a une détresse circulatoire, est-ce qu'il faut la mettre debout, est-ce qu'il faut la mettre allongée, est-ce qu'il faut la mettre sur le côté? Donc c'était effectivement de comparer, est-ce que la position allongée sur le dos comparée à d'autres positions possibles. Alors, les études montrent quoi? Eh bien que, effectivement, et c'est d'ailleurs une des recommandations qui est aussi faible, nous suggérons que les sauveteurs allongent la personne en détresse circulatoire sur le dos par opposition à la laisser debout. Ça, on a trouvé des articles qui, quand on compare le dos, il vaut mieux d'être effectivement allongé sur le dos. Et ces différentes études montrent aussi que lorsque l'on a installé une victime sur le dos, notamment si elle n'a pas de traumatisme des membres inférieurs, si l'on surélève les membres inférieurs, on note une amélioration des signes cliniques, mais cette amélioration est très fugace et passagère et ne dure en règle générale pas au-delà de 7 minutes, mais ne modifie pas le pronostic du patient. Donc on est bien sur une notion que les victimes qui présentent une détresse circulatoire soient allongées effectivement en position strictement horizontale sur le dos, et on va voir ce que l'on va faire de cette surélévation des membres inférieurs, vraisemblablement, en tout cas pour le domaine grand public, elle ne sera pas proposée. Pour l'instant, pour les équipes, on n'en sait pas encore réellement ce que l'on va faire. Voilà. Donc tu es d'accord, Pascal? On n'est pas... Troisième sujet concerne, bonjour Marseille, la recommandation concernant les accidents vasculaires cérébraux. Alors, les accidents vasculaires cérébraux, c'est une pathologie qui est relativement connue, fréquente, et sans rien dévoiler des discussions que l'on a actuellement sur la remise à jour du PSC, on a un chapitre dans nos formations que l'on appelle le malaise. Le malaise, comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, quand on reçoit des bilans ou des appels, venez vite, il a un malaise. Bon, d'accord, mais souvent on demande, mais le malaise, il a quoi ce malaise? Comment il est? Il se plaint de quoi? Souvent, si vous êtes en PSE, on dit quelle est la plainte principale? Quels sont les signes que l'on voit? Quelles sont les manifestations dont ressent la victime pour qualifier un petit peu ce malaise? Alors, l'intérêt de ce chapitre, j'allais dire, c'est qu'il y a un certain nombre de pathologies qui montrent bien que lorsqu'on les reconnaît très précocement, et lorsque, en France, puisqu'on fonctionne sur ce modèle-là, et c'est en plus un système français qui existe depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle les filières de soins, plus on reconnaît rapidement la pathologie du patient, plus on va la faire suivre une filière de soins spéciale. Vous connaissez la filière de soins concernant les infarctus du myocarde, où il faut aller rapidement à l'hôpital, puisqu'il faut le traiter dans les 3 premières heures, avec des traitements spécifiques, qui augmentent la survie et le devenir des patients, qui améliorent en tout cas la survie et le devenir des patients. Et depuis maintenant quelques années, on sait aussi que lorsque l'on reconnaît très précocement une personne qui a un accident vasculaire cérébral, elle va suivre une filière de soins très particulière qui est ce qu'on appelle la filière AVC, qui aussi va permettre d'améliorer le devenir de ces patients, d'améliorer leur survie et surtout aussi d'éviter les récidives. Donc on a intérêt de reconnaître très précocement en fait ces pathologies qui nécessitent leur orientation dans des filières spéciales. C'est pour ça que le chapitre malaise, ce serait plutôt 1, est-ce qu'il a une douleur thoracique, 2, est-ce qu'il présente les signes d'un accident vasculaire cérébral, parce qu'actuellement ce sont des pathologies que quand on les reconnaît précocement, on peut vraiment améliorer leur pronostic. Donc la question qui était posée par l'ICOR, c'était de savoir si par rapport au bilan traditionnel réalisé par le secouriste, quel que soit son niveau, un sauveteur, voire un équipier secouriste,
donc qui réalisait son bilan traditionnel, avec un bilan spécifique où on lui ferait rechercher certains signes caractéristiques qui permettent, que l'on retrouve dans l'accident vasculaire cérébral. Est-ce que ça peut améliorer le devenir de ce patient? Est-ce qu'il sera hospitalisé plus rapidement? Est-ce qu'il aura les soins plus rapidement? Est-ce qu'il aura une meilleure survie? Est-ce qu'il aura une survie sans séquelles meilleure? Voilà la question qui était posée. Et on s'est aperçu déjà qu'il existait plusieurs critères de reconnaissance. C'est ce que vous avez par ces sigles, notamment le FAST, qui est le Face, Arm and Speech Test. En clair, c'est de rechercher si la personne a une déformation de la face, si elle a une faiblesse des membres supérieurs et si elle a un trouble de la parole. Vous avez le CPSS, qui est le Cincinnati Hospital Stroke Scale, qui est un peu comparable au FAST, et puis d'autres, si vous voulez, systèmes de reconnaissance, critères de reconnaissance qu'on pourrait utiliser. Alors, il y en avait beaucoup, on les a étudiés, on les a classés par thème. Et on a bien montré que le sauveteur, lorsqu'il utilisait un des systèmes de reconnaissance de l'AVC, on n'augmentait pas la rapidité de son hospitalisation, voire même dans certains cas, on l'augmentait, parce que ça prenait un peu plus de temps. Par contre, quand on l'amenait avec l'étiquette AVC à l'hôpital, il était beaucoup plus rapidement pris en charge et il avait les traitements, j'allais dire salvateurs, beaucoup plus rapidement. Et cela améliorait le devenir de ces patients. C'est pour ça que, à la fois, la filière AVC fait déjà beaucoup de publicité, puisqu'il en existe, ou même des affiches, puisqu'on envoie des affiches pour reconnaître l'AVC en utilisant le système FAST. Alors c'est dommage parce qu'en anglais, ça parle bien, mais en français, on n'arrive pas à trouver les mêmes termes. Souvent, certains utilisent le terme vite, les sigles vite pour ça. Mais en fait, il faut utiliser ces dispositifs, ces signes de reconnaissance, et donc il faudra apprendre au PSC comment détecter un AVC. Et de même, en ce qui concerne les équipiers secouristes, c'est lorsqu'ils vont suspecter un AVC de chercher, avec la grille, j'allais dire, de reconnaissance de l'AVC, s'il y a des signes particuliers qui pourraient réellement prouver que la victime présente un accident vasculaire cérébral. Donc ça va être rajouté dans nos formations. Et dans ces fameux scores, puisqu'il y en avait plusieurs, on s'est retrouvé avec deux groupes de scores, des scores dans lesquels on n'utilisait pas la glycémie, et les scores où il y avait la glycémie. Pourquoi? Parce que l'hypoglycémie peut simuler un accident vasculaire cérébral. Et donc, on pouvait faire rentrer dans la filière en fait, des patients qui n'avaient que des hypoglycémies et pas des accidents vasculaires cérébraux. C'est pour cela que, particulièrement sur les équipiers secouristes, si ces équipiers secouristes sont équipés, dotés et formés d'appareils qui permettent formés à utiliser des appareils qui permettent de mesurer le taux de la glycémie, il vaut mieux qu'ils utilisent un score qui inclut la glycémie pour éliminer l'hypoglycémie qui peut faire donc un problème de diagnostic. Naturellement, le groupe de travail aussi, dans sa recommandation, précise qu'il faut que l'usage de cet outil, l'usage de ce matériel, soit autorisé par la législation locale. C'est donc un problème qui se pose chez nous sur l'autorisation légale d'utiliser la glycémie et de faire une glycémie par le secouriste. Actuellement, on est toujours sur la notion, on aide la victime à se faire sa glycémie et on espère bien sûr que dans l'avenir, les secouristes seront formés, auront tous les appareils qui vont bien et auront l'autorisation légale d'utiliser ces appareils. Mais on va y travailler actuellement et on y travaille déjà. Troisième ou quatrième, je ne sais plus quel est le thème, c'est le thème qui porte sur l'hypoglycémie, donc c'est le malaise chez le diabétique. Là, Pascal, vous en parlerez mieux sur ça parce que ça a été quand même une question qui a été très amusante parce que les groupes de travail qui a recherché finalement quelle était la meilleure chose à faire devant une personne qui présentait un malaise hypoglycémique, donc une hypoglycémie, ils ont étudié tout ce qu'on pouvait leur faire manger. Alors ils ont pris tous les bonbons qui pouvaient exister, particulièrement aux États-Unis. Vous avez des études qui comparent le menthol contre le sucre avec le stickle, je ne sais plus quoi, enfin bon, tout y passe, le smart, tout y passe. Donc. En fait, finalement, donc, déjà, bien sûr, il faut en être doté. Celui qui, le médicament, j'allais dire, le comprimé
qui est le plus efficace pour faire remonter une glycémie chez un patient qui est glycémique, ce sont les comprimés de glucose qui sont dosés à 15 et 20 grammes de glucose, c'est ce que précise l'ILCOR. Ça correspond effectivement nous, un peu à nos coramines glucose, sauf que ce sont des médicaments, donc on pose toujours le problème des médicaments. Donc c'est la recommandation, dont on recommande qu'une personne qui a une hypoglycémie, il faut lui administrer des comprimés de glucose. Ça c'est la recommandation parce qu'on a suffisamment de preuves scientifiques qui permettent de montrer leur efficacité. Si on n'a pas la possibilité d'administrer ces comprimés, à ce moment-là, la recommandation diminue de faiblesse, parce que c'est quand même moins efficace, eh bien, on propose, en l'absence de comprimés, que les sauveteurs utilisent toutes les substances où il y a du sucre, en fait. Toutes les substances, dont les sucres alimentaires. Alors, le plus commun et le plus facile, la plupart du temps, à obtenir, c'est le sucre en morceaux, mais on peut envisager l'utilisation des différentes boissons sucrées qui existent, notamment le jus d'orange, qui est un des plus sucrés, mais aussi les bonbons, dans la mesure où ce sont des bonbons où il y a du sucre dedans. Si ce sont des bonbons sans sucre, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. D'autres, vous voyez qu'on a le lait, on n'a pas montré qu'il y ait une grande efficacité du lait, ni bon, les flocons d'avoine que vous prenez le matin, il n'y a pas grande aussi efficacité. D'autres solutions ont été utilisées, mais n'ont pas montré une amélioration nette des malaises hypoglycémiques lorsqu'on les compare aux comprimés de sucre ou aux solutions sucrées alimentaires. Deuxième domaine d'activité, deuxième domaine donc, de travail, c'est l'administration de médicaments. Alors, bon, je l'ai nommé comme ça administration de médicaments parce que ça pose encore le problème de l'administration des médicaments par les secouristes, particulièrement en France. Certains pays ont la possibilité, et par une autorisation spéciale, à ce que leurs sauveteurs aient la possibilité d'utiliser certains médicaments, voire de prescrire eux-mêmes et de donner, j'allais dire plutôt, certains médicaments, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Première recommandation, l'administration d'oxygène. Je vous rappelle que même si l'oxygène est un domaine particulier d'autorisation d'utilisation par les secouristes, ça reste quand même un médicament. On voulait savoir si le fait d'administrer très précocement par un secouriste de l'oxygène chez des patients, n'importe quel patient, améliorait son devenir, lui permettait d'être mieux après. Eh bien, en fait, non. En fait, non. C'est pas parce qu'à un patient, vous allez lui administrer très précocement de l'oxygène qu'il sera mieux après. Il n'en reste pas moins qu'on a exclu de ces études les cas qui avaient déjà été certifiés par les recommandations précédentes, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur l'administration de l'oxygène, elle est en grand débit, j'allais dire, sans aucune mesure, elle est indiquée dans le cadre de l'arrêt cardiaque, en tout cas tant qu'il n'a pas retrouvé une circulation spontanée. Cela reste indiqué dans les études, dans les intoxications au monoxyde de carbone, puisque c'est le traitement à administrer. On a suffisamment d'études là-dessus, voire de l'intoxication par la fumée, parce qu'il y a du monoxyde de carbone aussi à l'intérieur. Et troisièmement, les seules études où l'on ait montré effectivement une efficacité de l'oxygène, c'est son utilisation sur les accidents de plongée par décompression. Ce sont les seules situations où vous pouvez administrer de l'oxygène, j'allais dire, sans aucune mesure. On administre de l'oxygène et on sait qu'on améliore l'état des patients. Dans les autres cas, les seules situations que l'on ait retrouvées dans la littérature où l'on montre un effet modéré de l'administration d'oxygène, c'est sur des patients qui sont porteurs de néoplasie, c'est-à-dire de cancer, et qui sont en hypoxie, c'est-à-dire qui ont des taux bas en oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène, c'est un médicament qui est utilisé pour lutter contre l'hypoxie. L'administration d'oxygène à quelqu'un qui est normoxique permet de voir apparaître à ce moment-là, et par contre ça on le retrouve dans la littérature, on voit apparaître des effets secondaires de l'administration d'oxygène chez des patients qui sont normoxiques, particulièrement, vous voyez, le patient qui a la douleur thoracique, qui a une normoxie, il ne faut pas lui administrer de l'oxygène parce que si c'est un infarctus, vous allez l'aggraver. C'est aussi valable pour certains accidents vasculaires cérébraux. Donc, on a des cas d'aggravation des patients lorsqu'on leur administre de l'oxygène, lorsqu'ils sont normoxiques. Donc, il faut bien que l'on ait bien en tête que l'oxygène, c'est fait pour lutter contre les hypoxies. Et c'est pour ça que, vraisemblablement, la recommandation actuelle qui est de dire on administre de l'oxygène pour des saturations en oxygène, en tout cas pour les équipiers qui sont inférieurs à 94%, jusqu'à 98%, à mon avis, ne changera pas.
Bon, bien sûr, il y a un cas particulier considérant les insuffisances respiratoires chroniques qui sont sous oxygène à domicile. Là aussi, là, on a suffisamment de données pour garder aussi la même recommandation que dans l'arrêt cardiaque, on administre de l'oxygène, mais quand l'arrêt cardiaque a récupéré, eh bien, on administrera de l'oxygène en fonction de la saturation en oxygène. Naturellement, si vous n'avez pas d'appareil de mesure de la saturation, ou si l'appareil tombe en panne, ou s'il se met en erreur pour certaines mesures, particulièrement dans la détresse circulatoire, la recommandation, je vous le rappelle, c'est on administre de l'oxygène jusqu'à un avis contraire qui est l'avis médical. Donc globalement, vous voyez que là, on n'a pas suffisamment de données, en tout cas pour changer notre pratique quotidienne. Autre sujet sur l'administration des médicaments, c'est l'administration des bronchodilatateurs. Là aussi, on voit bien et on montre bien que dans la thérapeutique de l'asthme, l'administration de bronchodilatateurs est une des thérapeutiques très efficaces parce qu'elle améliore l'état des victimes, à condition qu'elle soit effectuée très précocement, tant que les bronches ne sont pas suffisamment fermées pour diminuer l'efficacité de ces médicaments. Donc il faut administrer très tôt les bronchodilatateurs. Et donc la recommandation est bien de dire que devant un asthmatique qui présente une difficulté respiratoire, nous proposons que le sauveteur formé aide la victime à administrer son bronchodilatateur. Et on restera donc, nous, dans notre même recommandation, puisque on a toujours ces problèmes légaux d'administration de médicaments. Mais si le patient a son bronchodilatateur, il faut vraiment lui administrer très précocement et lui permettre donc de s'administrer le médicament. Même, bon, on pourrait dire, s'il n'a pas la possibilité de le faire lui-même, il faudrait le lui faire. Bon. Après, on se retrouve aussi dans certaines situations avec les difficultés, ce sont les modes d'administration. Alors c'est vrai qu'après, ça change d'un pays à l'autre, mais les médicaments ne sont pas forcément les mêmes, les techniques d'administration ne sont pas forcément les mêmes. Nous, on a l'habitude de notre spray, il y a des disques, il y a différents types de médicaments. Donc, il était important pour que le sauveteur puisse aider la victime à prendre son bronchodilatateur, et bien que le sauveteur connaisse les différentes formes d'administration de bronchodilatateurs et de spray, pour qu'il puisse les utiliser et aider la victime à prendre son spray. Autre question qui a été posée aussi dans l'ILCOR, c'était l'utilisation de l'aspirine. L'aspirine dans la douleur thoracique. Alors là aussi, beaucoup d'études sont retrouvées qui mettent bien en évidence l'efficacité de l'administration précoce de l'aspirine, en tout cas sur la mortalité et la survie des patients qui présentent des infarctus du myocarde. Par contre, on sait que l'on a des effets secondaires qui peuvent apparaître éventuellement, mais ils ne sont pas majeurs. En tout cas, sur toutes les études où les infarctus du myocarde se voyaient administrer très précocement de l'aspirine, on n'a pas beaucoup d'effets secondaires qui soient plus néfastes que l'effet bénéfique qui est apporté par l'administration d'aspirine dans l'infarctus du myocarde. Mais on est bien dans l'infarctus du myocarde. C'est là bien le problème de ces études scientifiques. C'est-à-dire que, il me reste 5 minutes, je parle long, hein, je vais aller plus vite. Allez. Donc, tout ça pour vous dire que si ce n'est pas un infarctus du myocarde, à ce moment-là, la balance le penche plutôt vers les effets secondaires. Donc, il vaut mieux, là, effectivement, avoir un avis médical, mais on peut, effectivement, envisager que le secouriste donne de l'aspirine après avis médical à un patient qui présente donc une douleur thoracique dont l'origine très probable est celle de l'infarctus du myocarde. En tout cas, c'est ce que font bien sûr tous les médecins dès qu'on a fait le diagnostic d'infarctus et qu'on commence à administrer de l'aspirine. Autre question qui porte sur l'administration des médicaments, ce sont les réactions allergiques. La question qui avait été posée en 2010, c'était de savoir si les sauveteurs pouvaient administrer donc, de l'adrénaline à des patients qui présentaient des réactions allergiques graves. Je parle bien des réactions allergiques graves. Dans ces réactions allergiques, ce sont des effets respiratoires graves avec obstruction des voies aériennes, voire bien sûr surtout les détresses circulatoires qui peuvent apparaître après administration de certains produits à la suite d'une réaction allergique. Et on sait que des patients qui sont à haut risque donc, de réactions allergiques graves ont avec eux des auto-injecteurs d'adrénaline et ils doivent s'administrer ou se faire administrer par la famille le médicament par voie intramusculaire. Donc, on avait comme recommandation effectivement que le sauveteur donc, devait aider la victime à s'administrer, voire à administrer en fonction des pays, l'adrénaline par voie intramusculaire en utilisant l'auto-injecteur de la victime. Et je vous rappelle qu'il était prévu, puisqu'on n'avait pas de preuves scientifiques, qu'il fallait le faire qu'une seule fois.
La question qui était posée, c'est de dire, est-ce que finalement, si on ne le fait qu'une seule fois, comparé aux études où on le fait plusieurs fois, est-ce qu'on a un devenir du patient qui est meilleur? Eh bien oui, on s'est aperçu que les études montrent que lorsque vous avez un patient qui présente une réaction allergique grave, si la réaction allergique grave ne diminue pas dans les 5 à 15 minutes, voire si après une amélioration, il y a une récidive, eh bien, si l'on administre une deuxième dose d'adrénaline par voie intramusculaire à l'aide d'un auto-injecteur, eh bien, on améliore aussi l'état des patients. C'est pour ça que là, la recommandation change en disant qu'il faut aider les victimes à s'administrer donc leur dose d'adrénaline par voie intramusculaire à l'aide des auto-injecteurs. Et s'il y en a un second qui est disponible, s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 à 15 minutes ou s'il y a après une amélioration une nouvelle aggravation, il faut éventuellement, tant que les secours ne sont pas arrivés et que si l'on ne peut pas avoir d'avis médical entre-temps, eh bien, il faut administrer une seconde dose. En ce qui concerne les premiers secours et les affections liées aux circonstances, je crois que c'est la dernière, si mes souvenirs sont bons, non? Ouais. Les questions que se posait l'ILCOR, c'était la lutte contre l'hydratation chez le sportif. Donc on n'a pas envisagé dans ce cas-là, bien qu'après il y a une petite recommandation qui a été donnée, on n'a pas envisagé les déshydratations, par exemple, sur les gastro-entérites ou autres. C'était vraiment la déshydratation chez le sportif. Dans la déshydratation chez le sportif, on insiste beaucoup, particulièrement sur les sauveteurs qui participent au dispositif prévisionnel de secours, de bien porter le message de prévention pour demander aux coureurs et aux sportifs de s'hydrater correctement avant et pendant l'activité sportive, notamment quand c'est des activités sportives qui durent. Et pour ça, elles ont des boissons qui sont développées, il y en a suffisamment actuellement, qui sont de bonne qualité, pour éviter la déshydratation chez le sportif. Donc il faut les encourager à utiliser ces boissons énergétiques. Et celles qui ont été donc utilisées, ce sont des boissons énergétiques concentrées à 3 à 8% d'électrolytes glucidiques. Ce sont ces boissons finalement qui sont intéressantes d'utiliser, aussi bien en prévention qu'après, lorsque le patient ou le sportif présente des signes de déshydratation. Donc il faut lui administrer ces boissons énergétiques concentrées à 3 ou 8% d'électrolytes glucidiques pour lutter contre la déshydratation qui est liée à l'effort. Si l'on n'a pas ces boissons, puisque là aussi il y avait beaucoup d'études qui comparaient différents types de boissons, dont je ne citerai pas leur nom pour ne pas faire de la publicité, mais on peut utiliser des boissons où les glucidiques énergétiques sont, les électrolytes glucidiques sont en plus grande quantité, voire même à 12%, même si ça amène beaucoup de sucre. Ensuite, en fonction des régions où les études sont faites, on peut avoir des substances qui sont un petit peu particulières. Bon, le lait de coco est aussi très bien. Bon, on n'a pas forcément, nous, du lait de coco sous la main. Le lait aussi à 2%. Et puis tout ce qui est infusion de thé, infusion de café. Alors, ce n'est pas du café, c'est pas de l'expresso, en litre. Ce sont des infusions de café, c'est-à-dire c'est de l'eau qui est caféinée, voire de l'eau théinée, avec un peu de théine à l'intérieur. Donc tout ça, en fait, sont favorables et permettent de lutter contre la déshydratation du sportif. Ce n'est pas vrai pour les autres types de déshydratation. Et les études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant et qui ont été un petit peu étudiées là aussi par l'ILCOR montrent que la meilleure des solutions est une solution qui a été préparée par l'ONU, c'est une solution qu'il faut mélanger à de l'eau, qui est d'ailleurs beaucoup utilisée, particulièrement dans les pays où il y a des risques de déshydratation de famille, où on utilise beaucoup ces solutions avec des produits et des hydroélectrolytes qui sont utilisés spécialement donc, pour lutter contre ces déshydratations qui sont un petit peu particulières. Donc voilà les différentes, pour la première partie, si vous voulez, concernant le premier secours et concernant donc ces affections. Demain, nous envisagerons d'autres types de questions qui ont été posées, notamment toute la partie sur la traumatologie que l'on n'a pas abordée, notamment l'usage des colliers cervicaux, qui pose quand même un problème certain, et d'autres gestes de premier secours, moi je ne me rappelle plus du tout, et notamment les hémorragies, oui, c'est tout ce et l'usage du garrot et l'usage des gaz hémostatiques, et on le reverra ceci demain à la même heure. Et je laisse à Pascal la même pour qu'il nous parle de la défibrillation et de la réanimation cardio-pulmonaire. Je lui demanderai de parler lentement. Si jamais vous avez des soucis de compréhension, vous n'hésitez pas à me demander, je suis là pour ça. Alors, on va terminer, on va essayer, Yann, de donner la parole en temps et en heure à la salle pour des questions. Donc, très rapidement, la défibrillation et la réanimation cardio-pulmonaire. C'est un sujet extrêmement important. Comme le disait le professeur Plaisance hier, n'oublions pas, la défibrillation, c'est une chose, mais les appuis thoraciques, c'est la priorité.
C'est-à-dire que devant tout arrêt cardiaque, la première chose que j'ai à faire, c'est masser. Évidemment, juste avant, j'appelle, je fais appeler, ou je mets l'appareil, je mets mon téléphone portable sur le mode haut-parleur, je commence à masser et j'attends qu'on décroche pour commencer à parler et à discuter avec les secours. C'est un élément extrêmement important qui a été très souligné lors de ces recherches, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se prendre en compte que la défibrillation, c'est une chose, mais ce n'est qu'un outil, et ce n'est pas l'outil principal d'amélioration de la survie. L'outil principal d'amélioration de la survie, c'est vos mains, c'est les mains qui appuient sur le thorax, et ça, aujourd'hui, on a très largement une preuve en la matière. C'est vrai que c'est applicable tant en intra-hospitalier qu'en extra-hospitalier. Et comme vous le voyez dans cette diapositive, eh bien, on insiste sur la place de la défibrillation, mais toujours, il y a avant cet appel qui est en intra-hospitalier, eh bien, un numéro particulier pour faire venir une équipe en charge, le cas échéant, de la prise en charge des arrêts cardiaques dans le service ou dans l'hôpital. Et puis en extra-hospitalier, eh bien, c'est comme je vous le disais, je constate que la personne est inconsciente, qu'elle ne respire pas, je commence à masser, je mets mon téléphone sur haut-parleur et les secours vont me répondre. C'est vraiment un élément qu'on doit prendre en compte. Et ensuite, effectivement, là, on peut commencer à parler de défibrillation. Parce qu'on a commencé à donner à toutes les chances à la victime de survivre. Et cette défibrillation, elle n'apparaît plus du tout à part de la réanimation cardiopulmonaire. Elle est totalement intégrée. Si vous vous rappelez de 2010, il y avait deux algorithmes. Il y avait un algorithme de réanimation cardiopulmonaire sans la défibrillation et il y avait un algorithme de prise en charge de l'arrêt cardiaque avec la défibrillation. Aujourd'hui, et partout dans le monde, on considère que la défibrillation est une partie intégrée de la réanimation cardiopulmonaire et représente donc un élément important, mais simplement en complément de la réanimation cardiopulmonaire. Donc il est clair aujourd'hui que si j'avais à vous dire qu'est-ce que l'on a décidé, c'est très simple. On a décidé d'utiliser les défibrillateurs automatisés externes et d'écouter ce qu'ils nous disent et de suivre ce qu'ils nous disent. Point barre. C'est en fait le message qu'il faut passer au grand public. C'est j'appelle, je masse, effectivement, et j'écoute ensuite le défibrillateur et c'est lui qui décide de ce que je vais faire. Comme on voulait simplement vous donner quelques éléments supplémentaires, eh bien on va pouvoir se baser sur l'intérêt ou non de la compression, par exemple, avant d'envoyer un choc. Eh bien, les preuves scientifiques ont montré qu'il était intéressant de faire un peu de massage cardiaque avant la défibrillation. Et de ce fait, pourquoi? Parce que tout simplement, cela permet, entre guillemets, de préparer le cœur à la défibrillation et que finalement, c'est ce que vous faites. Parce que jamais on a la défibrillation immédiate. Il y a toujours un temps avant où on arrive avec ses mains, même si c'est un équipier secouriste et si c'est une équipe secouriste, un de ceux qui arrive à forcément le défibrillateur sur l'épaule, néanmoins, avant même de commencer à l'ouvrir, il faut déjà qu'il y ait un collègue qui a commencé le massage cardiaque et ensuite, effectivement, on va ouvrir cet appareil et on va coller les électrodes. Et pendant qu'on va coller les électrodes, le secouriste qui masse, il continue de masser. Ça, c'est ce que également a souligné Patrick Plaisance hier, c'est attention, les temps morts tuent. Et donc, il ne doit pas y avoir de temps mort. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est inconscient et qui ne respire pas, j'appuie jusqu'à que les secours arrivent. Et est-ce qu'il y a danger à masser un cœur qui bat? La réponse était claire hier, non plus. C'est-à-dire qu'au moindre doute, de toute façon, je masse. Et sur plus de 6 000 à 7 000 arrêts cardiaques qui ont été dans 2 études étudiées et qui ont montré que le grand public massait des cœurs battants, il n'y avait aucune contre-indication à battre un cœur battant si on a le moindre doute. Donc c'est évidemment aux antipodes de ce que l'on enseignait il y a plus d'une dizaine d'années, où on disait attention, vous allez arrêter le cœur si vous massez. Non, aujourd'hui, au moindre doute, je dois appuyer sur le thorax. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Toutes les études ont montré que, effectivement, si l'on faisait un massage cardiaque un petit peu avant le choc électrique externe, on avait des chances de survie pratiquement doublées.
Et ça, c'est un élément extrêmement important. Bien sûr, ceci va avec le message que vous avez passé le professeur Plaisance hier, à savoir un massage cardiaque de qualité, avec une bonne profondeur, 5 à 6. On ne dit plus hard and fast, c'est-à-dire qu'on ne dit pas le plus fort que vous le pouvez, car on s'est aperçu dans les revues de la science entre 2010 et 2015 que si on excédait les 6 cm, on allait vers effectivement une traumatologie et un effet délétère de la réanimation cardio-pulmonaire, tout comme on sait également que c'est bien entre 100 et 120 par minute qu'on est le plus efficace, et ça tombe bien, car effectivement, on a montré que lorsqu'on massait à 100 à 120, c'était à peu près en adéquation avec le 5 à 6 cm. C'est en fait notre technicité manuelle s'adapte bien à ce 2 par seconde et un 5 à 6 cm. Donc c'est évidemment très important avec les aides à la réanimation cardio-pulmonaire qu'on peut avoir le cas échéant. Donc il y a une recommandation, bien sûr, c'est que les interruptions doivent être voisines de 0, c'est-à-dire que la défibrillation ne doit pas retarder la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire. Je n'attends pas que le copain colle les électrodes. Je masse et il se débrouille. Il se débrouille pour ne pas me coller les électrodes sur les mains, parce que normalement c'est pour la bonne place. Moi je suis au milieu du thorax, lui il a les mettre sous la clavicule, en latéral, et donc normalement il n'a pas à me coller, de mettre de la colle sur les mains. Et ça c'est un élément important. Un élément important que les Américains ont conservé, que nous, peut-être en Europe, nous allons être amenés à ne pas forcément avoir la même interprétation. En tout cas, ils montraient qu'effectivement, les cycles de choc devraient se passer à peu près tous les 200 appuis thoraciques. C'est là où on avait les meilleurs taux de survie et surtout les meilleurs taux de réanimation cérébrale, comme ils le disent, car évidemment, ce qui nous intéresse, certes, c'est que le cœur reparte, mais c'est que l'ordinateur soit en fonction, et que c'est vrai que c'est lorsque l'on fait ces cycles de 200 massages suivis d'un choc électrique à chaque fois, qu'on a les meilleures chances de survie, qu'on a les meilleures chances d'avoir quelqu'un qui va peut-être se réveiller avec un cerveau à peu près à l'identique. Et ça, c'est un élément important. Néanmoins, il s'avère qu'en Europe, nous sommes plutôt dans un schéma de 2 minutes. Et c'est vrai que donc, on n'a pas encore passé le pas. Est-ce qu'en 2020, nous serons amenés à avoir des modifications, c'est-à-dire de dire, on va continuer le massage, y compris le cas échéant lors du diagnostic de l'arrêt cardiaque. Pour l'instant, la technologie ne nous le permet pas. Nous verrons bien l'avenir avec les partenaires de l'industrie. Donc c'est vrai que cette recommandation de l'American Heart Association qui est dit, effectivement, si nous sommes dans le cas le plus probable, c'est-à-dire d'un arrêt cardiaque que l'on vient de découvrir et qui est très probablement encore en possibilité d'avoir un choc électrique externe, ce serait bien de faire des cycles de 200 compressions avec effectivement 2 insufflations, le cas échéant, si effectivement on sait le faire lorsque on passe en 32. Mais c'est vrai que ce cycle de 200 compressions, nous ne savons pas encore et nous n'en avons pas encore discuté pour les modifications 2016 qui apparaîtront pour le PSC1 et le PSE. L'accès public à la défibrillation, il est très largement effectivement plébiscité. Donc on dit effectivement qu'il faut le plus vite possible avoir ces défibrillateurs à disposition et que effectivement les recommandations de 2015 ne se modifient pas par rapport à 2010. On demande en particulier une implantation très en masse dans des lieux où on sait que les arrêts cardiaques surviennent, à savoir dans des endroits de grands passages comme sont les aéroports, les casinos ou les installations sportives. Néanmoins, l'ILCOR s'intéresse à ce difficile sujet qu'est effectivement l'arrêt cardiaque à domicile, car c'est bien joli de mettre des défibrillateurs partout, mais ce n'est pas là que se passent les arrêts cardiaques, c'est que 8 fois sur 10, c'est dans la famille que se passe cet arrêt cardiaque et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore implanté un défibrillateur dans votre cuisine. Et que là, se pose un vrai problème de santé publique, c'est de dire que fait-on ? Évidemment, il y a, et je connais certains qui y tiennent beaucoup dans cette salle, c'est la possibilité d'implanter dans des communautés une grande tour, une zone pavillonnaire,
effectivement un défibrillateur acheté par la communauté et qui pourrait servir à cette communauté, et le cas échéant, tout le monde sait qu'au pavillon numéro 3 ou que, eh bien, au rez-de-chaussée de la tour, il y a ce défibrillateur. C'est un élément extrêmement important de santé publique qui reste encore à mesurer quant à son efficacité, mais qui s'intéresse à ces 80% d'arrêts cardiaques qui surviennent lors du grand public, lors de la vie courante, on va dire. D'autres éléments concernant la défibrillation pourraient être abordés, à savoir, bien sûr, est-ce qu'on doit utiliser des semi-automatiques ou des automatiques? Quelle est l'onde de défibrillation la meilleure? Quel est le niveau d'énergie? Eh bien, il y a plein de gens qui vont vous en parler. Eh bien oui, ils ont peut-être raison de vous en parler, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Donc il n'y a pas cette mode que nous avons eue en France entre l'automatique, le semi-automatique, ne correspond à rien de scientifique. Aujourd'hui, le grand public se sert très bien d'un appareil semi-automatique par rapport à un appareil automatique. Cette crainte de la législation n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que je n'appuie pas sur le bouton ou que j'appuie sur le bouton que je vais être plus ou moins responsable. Donc, restons un esprit serein. Il n'y a pour l'instant pas de preuves en la matière, et il y aura très probablement très peu dans l'avenir. Donc n'oubliez pas, c'est le message de la Fédération française de cardiologie qui l'avait initié, rendons à César ce qui appartient à César, alors que certains peut-être l'oublient, c'est qu'effectivement il faut conserver ce message appelé masser, défibriller. C'est une réalité pour en tout cas la France. Et Yann, je vous donne la parole parce que j'ai rattrapé le retard qu'avaient mes rangs, évidemment, et que là, il est 32 et qu'on peut avoir 15 minutes de discussion. Merci à vous, Dr Cassan. Donc, il y a peut-être des questions dans la salle. On a 10 minutes. Oui. Bonjour, je suis médecin en entreprise. Vous avez dit qu'il fallait masser lorsque l'appareil était en charge, pour interrompre le minimum du massage. Alors l'appareil dit à un moment, analyse en cours, ne pas toucher le patient. Puis il dit choc recommandé. Et à ce moment-là, on reprend le massage, quelques massages avant le choc. Et après, immédiatement après le choc, bien sûr. Oui, alors bien sûr, vous êtes forcé... Évidemment, vous êtes forcé de suivre les indications de l'appareil. C'est ce que je vous disais, c'était la 4e diapo. C'est de toute façon, ça peut se résumer à ça, vous écoutez l'appareil. Il s'avère qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, un certain nombre d'appareils ont des filtres qui devraient permettre d'incorporer effectivement le massage cardiaque dans l'algorithme et de laisser la personne qui masse, et l'appareil serait capable de reconnaître la fibrillation ou non pour déclencher le choc. Donc en fait, cette période de montée en charge et donc de massage cardiaque, de temps de latence qu'il y a, parce que c'est, comme vous le savez, ça fait perdre beaucoup de temps. On est aux alentours de 30 secondes pour certains appareils. Eh bien, on pourrait le diminuer. Ça, c'est les partenaires de l'industrie qui devront le faire. Certains le font déjà. Donc, aujourd'hui, bien sûr, vous devez faire ce que l'appareil vous dit, parce que de toute façon, il n'est pas capable d'analyser la présence d'une fibrillation si vous êtes en train de masser. C'est la réalité de la plupart des appareils du marché à l'heure actuelle. C'est en train de changer. La technologie nous le permettra dans l'avenir, et très probablement que le futur nous fera dire, eh bien, vous arrêtez le massage quand il dit reculez-vous, je vais choquer, car l'idée de choquer et continuer de masser, aujourd'hui, il n'y a pas assez de preuves de l'innocuité de cela pour demander à un opérateur, c'est-à-dire à votre secouriste ou à vous-même, de continuer de masser alors que le choc va être délivré. On sait qu'il y a malgré tout, même si le danger est extrêmement faible, on ne peut pas prendre ce risque. Docteur Cassan, bonjour. Pourriez-vous nous parler de la défibrillation sur les enfants et nourrissons? Il n'y a aucune... le Marseillais, il m'interroge moi. En l'occurrence, il n'y a aucune contre-indication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit défibriller un enfant, on doit défibriller un nourrisson. On doit le faire avec, si possible, du matériel ad hoc, c'est-à-dire avec un réducteur d'énergie ou des électrodes qui ont intégré la réduction d'énergie au sein de leur fil, puisque c'est comme ça que, grosso modo, les fabricants le font. Mais en l'absence de ce type de matériel, on fait quand même. Les pédiatres sont d'accord, même
si effectivement on sait que ça peut amener des dégâts compte tenu de l'intensité sans atténuateur pédiatrique. Mais de toute façon, en vue salvatrice, un enfant qui est en arrêt cardiaque, j'utilise le matériel adulte si je n'ai rien d'autre à ma disposition. Merci. Bonjour, Roland Charbach, revue de SAMU. Il n'y a pas de son. Comment expliquez-vous qu'à la gare de Lyon, Il marche pas le matin. oui. Comment expliquez-vous qu'à la gare de Lyon, le vendredi, il y a 15 jours, il faille 9 minutes pour retrouver un défibrillateur? Il y a une pancarte qui dit cet établissement est équipé d'un défibrillateur. Aucune indication où il se trouve. On va avec un de vos collègues qui s'appelle Jean-Pierre Riffler, tous les deux à l'accueil. On demande où est le défibrillateur. La réponse, c'est pour vous. Ah, on ne sait pas. On est à la 2e minute, elle passe un coup de téléphone. Elle revient, elle nous dit c'est près de la pharmacie, qui se trouve au hall 3. On va au hall 3, on le trouve, mais il ne marche pas. On retourne au hall 1. Là, subitement, on a découvert dans un petit coin le défibrillateur. Deuxième question. Comment expliquez-vous que la SNCF, jusqu'au 31 décembre, dans tous les TGV, signalait un défibrillateur? Depuis, c'est fini. J'ai téléphoné à la SNCF la semaine dernière. On m'a dit qu'un syndicat avait demandé qu'on supprime l'annonce parce que ça responsabilise les contrôleurs. Alors, on nous a payé de fou, hein, je m'excuse. On nous a payé de cinglés. C'est la politique de la défibrillation en France et en milieu, on va dire, privé ou public. De toute façon, il y a une réglementation qui survient sur le plan international. C'est la bonne, justement, le bon placement des défibrillateurs et surtout leur indication. Il faut les bonnes affiches, ça répond à ta première question. La seconde, bien sûr, elle est de dire que après, sur un plan, on intervient, nous ne sommes que experts en médecine et nous ne sommes pas experts en politique, loin s'en faut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la responsabilité, et ça, il faut que les gens comprennent de quelques milieux ils viennent, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. Aujourd'hui, lorsque il n'y a pas besoin de loi du bon samaritain en France, parce que nous n'avons pas d'obligation de résultat, nous avons simplement une obligation de moyens. Et que déjà, de vouloir bien faire, eh bien, ça suffit. À donner l'alerte, ça suffit. Donc effectivement, lorsque l'argument, ça augmente notre responsabilité si on dit qu'il y a un défibrillateur dans le train, est évidemment une très mauvaise argumentation, puisque légalement, elle n'existe pas. Mais c'est hélas la réalité de tous les jours. Nous avons encore le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a... Bonjour, je suis formateur. Je voulais savoir par rapport aux insufflations. C'est une question qui revient souvent sur est-ce que je fais des insufflations, est-ce que je ne les fais pas, et est-ce que ça va changer quelque chose si je ne fais pas des insufflations parce que je ne veux pas les faire? Faut venir demain. C'est le sujet de demain. C'est premier secours et ventilation artificielle. Donc je vais répondre. Bon, elle est faite quand même. Du coup, on a encore une petite question possible. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non? Merci. 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 Je suis là en tant qu'élu, chargé de la sécurité dans ma commune. Et au sujet des défibrillateurs qui sont déposés, dont les hôtels sont équipés, nous sommes passés voir tous ces établissements de manière à ce qu'ils mettent à disposition du public leurs défibrillateurs lorsqu'il y a éventuellement besoin. C'est simplement une visite à faire et ça se passe en général très bien. Donc je pense que c'est un conseil que je peux donner. Là. Voilà, merci.
Vous avez tout à fait raison. C'était d'ailleurs le propos du professeur Plaisance hier. C'était de dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de mapping, c'est-à-dire de référencement des défibrillateurs au sein des communes. Et ça, ce serait important que le secteur privé participe à cette fourniture de la protection de notre population et que ce ne soit pas, évidemment, aux heures d'ouverture près, au moins que ce soit un moyen d'utiliser ce type d'appareil. Oui, il serait peut-être important de citer l'association Arlode aussi, qui recense les appareils systématiquement, non pas pour le public, mais que le régulateur du SAMU Centre 15 sache qu'il y a un défibrillateur à tel endroit. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une dernière question? On a encore 3 minutes devant nous. Non? Écoutez, on va conclure cette conférence.